peut-être avant de commencer, je vous propose que nous puissions présenter l'ensemble des personnes qui vont intervenir sur ce webinaire. Donc, pour rappel, hein, c'est un webinaire qui a été construit collectivement avec les services académiques d'information et d'orientation, donc le SIO, dont je suis la chef de service, et les collègues des STIO qui vont aussi se présenter. Donc vous avez ces deux entités, je dirais, si on peut les résumer ainsi, qui ont présenté, et puis le conseiller enseignement supérieur, Laurent Gatso, qui sera aussi interviendra aussi et qui va se présenter. Donc, je sais pas très poli, mais je vais commencer. Donc, Elisabeth Boyer, donc chef du service académique information orientation pour l'Académie de Créteil, et également DRAIO adjointe, puisque notamment la compétence autour de l'enseignement supérieur est aussi une compétence de la région académique, et c'est à ce titre que je suis aussi déléguée régionale académique adjointe à l'information et à l'orientation. Donc, à côté de moi, je le laisse se présenter. Bonjour, Christelle Bourgeois, chef adjointe du service académique d'information et d'orientation et responsable du pôle post-bac. Les collègues se présentent également? Oui. Alors voilà, donc il y a aussi donc les collègues du pôle post-bac OSIO, donc du service. Hein, ce sont toutes les collègues qui sont derrière toute l'interface Parcoursup pour l'Académie de Créteil, que ce soit à destination des candidats, des établissements, quand il y a toutes sortes de questions et qui accompagnent tout au long de la procédure techniquement derrière la plateforme Parcoursup. Donc je les laisse se présenter. Et elles ne sont que 3, vous allez voir tout ce travail qui est réalisé tout au long de l'année. Alors bonjour à tous, je suis Maëva Martinel, donc chargée de mission au pôle post-bac. Bonjour Mélanie Garboudi, chargée de mission pour le pôle post-bac au SIO. Et enfin, Madame Doralane Sophie, chargée de mission PSION au pôle post-bac. Bonjour à tous. On laisse peut-être la main à nos collègues des SCIO. Je ne sais pas qui veut commencer. Allez, Gustave Eiffel peut-être? Alors allons-y, bonjour à tous. Véronique Mérès, je suis la responsable du service d'information et d'orientation et d'insertion professionnelle de l'université, donc Gustave Eiffel. On enchaîne avec Paris 8. Bonjour. Bonjour, je suis Marie-Joseph Mélout, je suis chargée d'orientation au service d'information et d'orientation de l'Université de Paris 8 à Saint-Denis. L'USPN. Bonjour à tous, donc je suis Karine Rigazi, la conseillère d'orientation du service voix de l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et pour l'UPEC. Bonjour, Anne-Florence Brigaud, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au SCIO de l'UPEC. Au SCUIO de l'UPEC, pardon. Et notre conseiller enseignement supérieur. Alors, il n'est peut-être pas encore connecté. Si, je suis là, mais je n'arrivais pas à réactiver le son. Bonjour à toutes et tous, Laurent Gatso, conseiller enseignement supérieur de la rectrice de Créteil et du recteur délégué pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Île-de-France. Voilà. Je travaille pour les deux recteurs. Très bien. Merci à tous pour ce temps de présentation. Et donc, pour rappel, hein, de l'objectif de ce temps de webinaire, c'est à la fois de vous donner quelques éléments de retour sur la campagne précédente Parcoursup avec quelques éléments statistiques, de vous présenter quelques nouveautés de cette nouvelle campagne hein, qui a déjà débuté pour les établissements puisqu'ils ont fait tout le travail de paramétrage des formations qui va débuter pour vraiment la partie centrale pour les candidats des demain. Et puis donc présenter ces nouveautés et aussi donner les actualités en termes de formation, d'offres de formation, notamment donc sur l'université, mais aussi sur le SUP-DUSCO, c'est-à-dire les formations gérées par le rectorat au niveau du supérieur, et puis un zoom aussi particulier sur les BUT. Vous aurez aussi quelques ressources qui vous seront présentées et bien entendu ce diaporama vous sera transmis pour que vous puissiez avoir l'ensemble de ces informations. Nous entrons dans le vif du sujet avec Parcoursup. Un premier temps fort a eu lieu ce week-end avec le salon post-bac. Le calendrier, donc nous avons les candidats qui vont pouvoir commencer à formuler leurs vœux à partir de demain, donc 17 janvier, et ce jusqu'au 14 mars, donc pour la formulation des vœux. Mais ils auront jusqu'au 3 avril pour pouvoir confirmer leurs vœux. Confirmer les vœux, ce qui veut dire que ils auront tous les éléments tels que la lettre de motivation à inclure dans leur dossier, date limite le 3 avril.
Ils auront un deuxième temps fort sur Parcoursup qui sera le début de la phase principale d'admission dès le 30 mai, avec une fin de phase principale qui sera le 12 juillet. Le calendrier détaillé, vous pouvez le trouver directement sur le site Parcoursup. Le début de la phase complémentaire, donc la phase qui permet aux candidats de pouvoir formuler de nouveaux vœux, sera ouverte à partir du 11 juin et ce jusqu'au 12 septembre. Les candidats qui n'ont eu aucune proposition, uniquement des vœux en attente, auront la possibilité de saisir l'ACAES, donc qui est la Commission académique d'accès à l'enseignement supérieur, à partir du 4 juillet. Nous aurons un autre temps d'échange sur la phase d'admission. Nous pourrons vous donner des éléments complémentaires. Donc là, on n'entre pas dans le détail. Peut-être juste me permettre d'ajouter juste un petit point de vigilance, notamment pour les équipes de lycée et les PIEN, sur la première étape du début de la phase d'admission, le 30 mai, sur les candidats sans aucune proposition, c'est-à-dire les candidats qui seront refusés sur tous leurs vœux. Ceux qui sont en attente, voilà, ceux-là, les choses vont encore bouger, il n'y a pas d'inquiétude particulière, mais c'est quand même assez difficile pour certains candidats, on en a relativement peu, mais qui sont refusés sur tous leurs vœux. Donc, comment on les accompagne dès le moment où ils reçoivent ce résultat, où ils se rendent compte qu'ils sont refusés sur tous leurs vœux. Alors, information également sur le site Parcoursup, à partir de demain, il y aura des nouveautés dans l'interface candidat. Nous n'avons pas encore été destinataires de ces informations, mais si nous avons des éléments qui nous semblent vraiment pertinents à joindre au contenu de cette présentation, nous ferons un ajout directement dans le diaporama. Donc, ne vous étonnez pas si vous ne recevez pas dans la journée ou dès demain le document. De façon extrêmement succincte, nous vous avons remis l'organigramme finalement des formations universitaires en mettant un peu en exergue le parcours PPPE qui vous sera présenté juste après. Madame Brigaud? Oui, c'est à moi. Bonjour à tous. Donc, la présentation des universités cristoliennes passe par l'énumération des 4 universités qui sont présentes sur l'Académie de Créteil. Ces 4 universités sont réparties sur tout le territoire et donc vous proposent une offre de formation diversifiée et parfois même complémentaire. Donc il y a l'Université Paris-Est-Créteil, l'Université Gustave Eiffel, l'Université Sorbonne Paris-Nord et l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Donc vous avez les liens qui permettent de se connecter au site de ces universités. Et par rapport à la présentation qu'on a eue sur Parcoursup tout de suite, je précise aussi qu'il est intéressant d'aller consulter les fiches formation dans les différents sites des universités pour avoir des compléments d'informations par rapport à ce qui est affiché sur Parcoursup. Donc, ces universités proposent de nombreuses formations sur Parcoursup 2024 avec des licences, dont des licences sélectives, qui pratiquent une sélection à l'entrée de la formation, des BUT. Il faut savoir que certains BUT proposent l'apprentissage dès la première année et d'autres BUT vont proposer de l'apprentissage en deuxième année, par exemple, mais du coup, l'apprentissage ne sera pas visible sur Parcoursup. Il y a aussi des parcours particuliers et notamment 3 PPPE, donc je développe, c'est les parcours préparatoires au professorat des écoles et ces parcours permettent à des étudiants qui s'inscrivent en licence dans ces parcours-là de découvrir le métier de professorat des écoles et de s'y préparer aussi. Donc, ce parcours préparatoire au professorat des écoles est proposé à l'UPEC sur 3 licences qui sont affichées juste en dessous. Donc, à la licence sciences de l'éducation, la licence sciences politiques et la licence AI, administration et échanges internationaux. Donc, à terme, je pense qu'il n'y aura plus qu'un seul PPPE, mais pour l'instant, on a encore 3 qui sont proposés sur Parcoursup. Ce qu'on peut ajouter sur les PPPE, c'est que c'est un partenariat entre un lycée et une université et le temps d'enseignement est partagé entre le lycée et l'université. Donc la première année, l'essentiel du temps d'enseignement se déroule au lycée pour les 3/4 du temps. La deuxième année, c'est à part égale
et la dernière année, les 3/4 du temps sont à l'université. Ce qui fait que finalement, sur le cycle licence, c'est à part égale entre lycée et université. Voilà. Alors, ne Oui, vous étonnez pas si vous avez une formation en rouge, ça va être remis en bleu, il n'y a pas de raison d'accord, particulière. d'accord. Donc après ces PPPE, on peut aussi mentionner les écoles d'ingénieurs publics qui proposent sur Parcoursup un cycle préparatoire intégré. Donc elles sont accessibles directement sur Parcoursup pour 2 écoles, hein, une qui se trouve à l'université Sorbonne Paris-Nord et l'autre à l'université Gustave Eiffel. Il faut savoir qu'il existe d'autres aussi écoles d'ingénieurs publics, mais qui sont accessibles à partir d'un bac+2 et qui donc ne sont pas visibles sur Parcoursup. Il y a aussi un IAE, donc un institut d'administration des entreprises. C'est une école de management qui propose 2 parcours sur Parcoursup en informatique et management ou en management international. Et enfin, voilà, le point en rouge qui n'est pas particulier, pour vous signaler que des formations paramédicales et sociales sont intégrées dans les formations de licence, c'est-à-dire qu'il y a des partenariats entre des écoles du paramédical et du social et des universités qui permettent une double diplomation, c'est-à-dire à la fois l'étudiant va se préparer au diplôme d'État et en même temps il aura une licence. Par exemple, il y a un partenariat avec l'IRFAS et l'IRTS qui permet de se préparer à des diplômes d'éducateurs spécialisés ou d'assistants de service social et donne en même temps un grade de licence en sciences de l'éducation, parcours travail social. Donc voilà, on le précise parce que ces formations ne sont pas toujours forcément visibles. Donc c'est aussi des formations qui s'universitarisent avec ces partenariats-là. Voilà. Merci, Madame Brégot. Alors, des formations non visibles, on en a notamment de nouvelles formations ou des FCIL, formations complémentaires d'initiative locale, qui sont présentes en lycée, ainsi que des certificats de spécialisation qui étaient auparavant appelés des mentions complémentaires. Donc là, ce sont de nouvelles formations ou des formations assez peu connues. C'est la raison pour laquelle nous vous les avons mises sur cette slide. Lorsque vous voyez le nom qui est souligné, c'est parce que nous avons mis les liens Parcoursup pour vous permettre d'aller les découvrir directement. Pour rappel, ces formations complémentaires d'initiative locale ou certificat de spécialisation sont vraiment des formations donc à bac+1 avec pour objectif de préparer l'insertion professionnelle, donc plutôt majoritairement destinées à nos bacheliers professionnels. Maintenant, notre bachelier pourrait aussi faire la demande, mais plutôt des bacheliers professionnels, voire des bacheliers technologiques, et préparer l'insertion à bac+1. Effectivement, il y a une volonté très forte au niveau national et puis dans notre académie de développer ces formations. Elles sont souvent inscrites en lien avec le monde économique parce qu'il y a un besoin économique, donc les possibilités d'insertion sont fortes, et voire même les stages. Enfin, si je prends la première, là, l'opérateur de matériaux composites, il y a un partenariat très fort avec Airbus Hélicoptère, et si le jeune, je dirais, remplit les conditions, joue le jeu, etc., il a de grandes chances d'être recruté ensuite sur quand même une entreprise prestigieuse que représente Airbus Hélicoptère. Sur la deuxième, c'est un partenariat avec EDF, et là aussi, c'est un moyen de préparer la transition vers l'insertion sur une grande entreprise comme peut l'être l'EDF. Voilà, donc ça, ce sont souvent quand même des formations auxquelles les jeunes ne pensent pas, parce que voilà, dans les représentations, on est surtout sur le schéma BTS, BUT, licence, mais et là en plus, comme les mentions complémentaires ont changé de nom et sont maintenant des certificats de spécialisation, il nous semblait important d'attirer votre attention sur ces formations. Alors, préparer une licence à l'université, Madame Mérès. Alors, donc, quelques généralités peut-être sur sur les licences en particulier. Donc, effectivement, quand on parle licence, il y a
Donc, de nombreux parcours sont des licences dites simples avec des filières non sélectives, mais ça peut être aussi des doubles licences ou des formations doubles. Il peut y avoir des parcours thématiques tels que la santé, des écoles, etc. Dans tous les cas, la licence, elle est progressive, c'est-à-dire qu'elle se déroule sur 3 ans avec 3 temps forts, j'ai envie de dire, qui correspondent aux 3 années. La première année, c'est vraiment une année de découverte, c'est-à-dire qu'on accueille un public qui est bien sûr divers, puisqu'il est divers par les spécialités qu'il a pu suivre, mais il est aussi divers parce que par les bacs, on a des bacs technologiques, etc. Donc le but est vraiment de découvrir une filière et quelque part de donner un socle commun de connaissances aux différents étudiants que nous recevons. Donc, ça veut dire qu'on va y retrouver des cours de méthodologie, la méthodologie extra-universitaire, précisément, mais aussi, effectivement, les matières socle de base de la licence qu'ils ont choisie. La deuxième année, elle, est plutôt une année d'orientation, c'est-à-dire qu'après le socle de connaissances globales qu'on a pu leur donner, eh bien, on leur montre la diversité, entre guillemets, des parcours possibles dans la filière choisie. Par exemple, si vous allez faire une licence d'économie, eh bien, la deuxième année va permettre d'avoir à la fois du management international, de la comptabilité contre l'audit, de la gestion des entreprises, etc. On leur montre l'étendue de façon à ce qu'ils puissent choisir, entre guillemets, en troisième année, un parcours spécifique qui aura déjà tendance un petit peu à déterminer le master qu'ils vont faire derrière. Donc, la troisième année, donc le semestre 5 et 6, eh bien, il y aura une année de spécialisation et donc le parcours qu'ils auront choisi et qui déterminera déjà un petit peu la suite. Donc, pour valider cette licence, eh bien, comme dans tout l'enseignement supérieur, on est au niveau de CTS, donc de crédit européen. Donc, ils vont valider des crédits et les capitaliser au fur et à mesure de l'avancée de leur licence. Donc, plus ils ont de notes supérieures à 10 dans des matières, plus ils vont capitaliser, entre guillemets, ces crédits. Donc, il y a 30 crédits à valider par semestre, ce qui veut dire qu'en totalité des 3 ans, ils auront validé 180 crédits. Je m'arrête là? Oui, c'est bon. Oui, bonjour, vous m'entendez? Je vais prendre la main pour la présentation des études de santé, donc qui ont été fait l'objet en fait d'une réforme depuis 2020. Donc c'est une réforme qui a permis de mettre en valeur deux voies d'accès pour les études de santé, donc la PASS et la LAS. On en discute depuis un petit moment. Donc cette réforme se traduit par l'arrêt du numerus clausus, un nombre de candidats, un nombre d'accès qui est fermé à un numerus apertus qui est cette fois-ci ouvert. Et la détermination du nombre d'étudiants va être ventilée en fonction des filières, donc PASS ou les 3 années de LAS, et par université. Donc ça, c'est la nouveauté que vous allez retrouver sur Parcoursup, donc sur les fiches formation LAS, les fiches formation PASS. Il va avoir un lien hypertexte qui renvoie vers le site des universités où il sera possible justement de consulter les places disponibles en fonction de je sors d'une PASS et je veux aller vers médecine. En fonction du portail, voilà, que je veuille aller vers médecine, kiné, maïeutique, etc. Donc ça, c'est la nouveauté concernant Parcoursup. Donc, bon, je ne représente pas, enfin, voilà, je vais venir en détail éventuellement sur PASS et là sur la slide suivante. Voilà, donc on a 2 voies d'accès. Donc l'ALAS, c'est une licence accès santé. Donc schématiquement, on va dire qu'on est sur une licence disciplinaire, économie, avec une option santé, donc en mineur. Il faut faire attention à la modalité, parce que souvent ce sont des formations en hybride. Donc l'option santé va être en distanciel ou autre aménagement, mais l'aménagement sera toujours visible sur la fiche formation. La particularité des LAS, c'est qu'elle ne donne pas accès à la totalité du portail santé. Donc, on est sur médecine, maïeutique, pharmacie, kiné et il m'en manque un, dentaire, merci.
Donc, il faut pouvoir vérifier que la licence que je sélectionne, donc la LAS que je sélectionne, m'amène bien au portail santé qui m'intéresse. Bien évidemment, il y a un visuel sur les fiches, et des petites couleurs plus le nom du portail. La LAS est un vœu multiple dans le sens où quand je postule sur la LAS, donc la licence accès santé, je postule automatiquement, mais j'ai un choix, mais je postule automatiquement sur la licence classique. Donc si je fais la LAS économie, je suis aussi candidat sur la licence économie. Concernant la PASS, donc là c'est l'inverse, nous sommes sur une majeure santé avec une option disciplinaire. La particularité des passes, c'est qu'elles ouvrent automatiquement un accès à l'ensemble du portail, enfin de tous les portails santé, donc sont accessibles avec une passe. C'est également un vœu multiple uniquement en Île-de-France. Donc il y a 11 passes sur l'Académie de Créteil et on est à 35 sur l'Île-de-France. Donc voilà, c'était pour présenter schématiquement. Donc il faut savoir que la réforme implique aussi que la première année d'études en accès de santé ne peut pas être doublée, que ce soit en LAS ou en PASS. Je ne peux proposer mon dossier pour entrer en parcours, enfin en portail santé, pardon, si j'ai validé ma licence. Donc c'est l'objet des petits schémas. Je valide ma licence, je peux proposer mon dossier, mais le portail santé peut me refuser et dans ce cas-là, je passe, si mon dossier est retenu, soit en licence disciplinaire, donc j'étais en économie, donc je passe en LAS 2 et en LAS, enfin, je ne passe pas en LAS, je passe en licence économie ou en LAS économie si l'université me le permet, donc en LAS 2. L'autre information concernant donc cette réforme, c'est que j'ai le droit à 2 accès, donc 2 chances, pour entrer en santé. Donc soit à l'issue de ma PASS, donc soit à l'issue de ma première année, soit à l'issue de ma LAS 2, soit à l'issue de ma LAS 3. Donc vous entendez bien, on entre en études de santé via la PASS ou soit sur les 3 années que peuvent constituer nos LAS. Enfin, donc c'est une filière qui reste extrêmement sélective. Donc le choix de la licence disciplinaire est quand même impactante pour les élèves. Si je ne réussis pas, donc je réussis ma licence, comme je vous l'ai dit, je peux rentrer en L2 économie, donc je vais poursuivre en économie si c'est la mineure ou la majeure que j'ai choisie, ou au contraire, si je suis en LAS économie et que je ne valide pas mon année, j'aurai le droit de redoubler en L1 économie. Donc, le choix de la licence disciplinaire a un poids pour les élèves qui seront entre guillemets contraints de poursuivre si ils ne souhaitent pas se réorienter. Ça reste une filière à recrutement sectorisé et contingenté. Donc, autrement dit, il n'est pas forcément pertinent de conseiller à des élèves de faire PASS hors Île-de-France. Donc, je le répète, on a 35 PASS en Île-de-France. Ce n'est pas le cas des autres territoires. Toutes les licences sont sectorisées. Donc, dès que je formule un vœu hors secteur, le candidat a l'information. Et concernant les passes, c'est contingenté, c'est-à-dire que dès lors que je suis hors secteur, il y a un quota de places qui est réservé. Concernant les passes hors Île-de-France, on est à l'échelle de 1 à 3 places. Donc voilà, sauf si j'ai un super dossier qui me permettrait d'accéder à ces 1 ou 3 places. Voilà, ça paraît un projet un petit peu compliqué. Alors que les LAS, quand même, ça reste plus accessible. Donc c'est une possibilité, mais il faut aussi voir le projet au niveau de sa distance et ses aménagements en termes de logement. Petite précision, le secteur pour l'Île-de-France, donc pour un élève qui est de l'Académie de Créteil, le secteur de recrutement pour les universités, c'est le niveau Île-de-France. Oui. Oui. Nos licences, de toute manière, toutes nos licences en Île-de-France ont ce recrutement. Donc, concernant Kiné, qui fait partie, bien évidemment, du portail santé, 3 accès historiques qu'on garde. Donc, on a la licence STAPS, on va dire une LAS, la LAS STAPS ou la LAS biologie. Donc, elles sont au nombre de 6 sur l'Île-de-France. Donc, on a 6 LAS
portés par la licence STAPS. Concernant l'accès santé PASS, il n'y en a pas en Île-de-France porté par STAPS. D'ailleurs, on en a une au niveau national qui est à Lyon. Et ensuite, en licence classique STAPS, nous en avons 8 sur l'Île-de-France, pardon. Je n'ai pas compté les licences de biologie. Donc, en termes de moteur de recherche, il est préférable de mettre STAPS tout court, qui permettra d'accéder autant à la STAPS simple qu'à la STAPS parcours kiné. On en a quand même 2, dont une à l'UPEC, et ensuite les LAS STAPS. Donc voilà, l'étudiant, il est sûr de retrouver toutes les STAPS. Si mes STAPS kiné, ça va faire un filtre. Si mes STAPS santé, ça va faire un filtre. Il ne les verra pas toutes. Donc, en termes de résultats, on arrive à 18 formations. Donc, mieux vaut mettre le moteur de recherche STAPS. Voilà, il faut savoir que aussi les places sont limitées sur la poursuite d'études. Donc, il faut quand même que le projet STAPS soit le projet, ou basculer sur PASS, même si je n'ai pas STAPS, pour entrer dans une formation kiné. Voilà ce que j'avais à dire sur les formations en santé. Alors, vous avez ici une présentation des capacités des universités de notre académie, capacités à la fois en PASS et en LAS. Vous voyez que nous avons dans notre académie beaucoup plus de places en LAS qu'en PASS. Nous avons 26 LAS avec 1870 places et 11 options PASS pour 355 places, qui sont toutes à l'université Sorbonne Paris-Nord. Petite insiste peut-être pour parler des choix des majeurs en LAS. Il faut bien que le candidat réfléchisse au choix de sa majeure. Par exemple, je prends une licence droit avec l'option LAS, je prends une licence de mathématiques avec l'option LAS. Il est très important de bien réfléchir à la spécialité de la majeure, puisque le candidat, l'étudiant, pourrait être amené, s'il ne réussit pas l'entrée en santé ou par choix, à continuer dans ce parcours. Et les résultats qu'il obtiendra dans cette majeure sont également importants pour la poursuite de son parcours, quel qu'il soit. Donc, un choix qui est à poser et à bien aller détailler sur Parcoursup le contenu de la fiche offre de formation et du descriptif qui est indiqué sur les sites des universités. Précisons également, une partie de cette formation, que ce soit la formation en PASS ou l'option santé pour la LAS, a lieu en distanciel, ce qui nécessite une autonomie importante de la part des étudiants. Nous vous avons également mis une courbe qui vous présente les propositions en PASS et en LAS l'année dernière selon la mention obtenue en bac général. Donc, vous voyez, sans surprise, plus le candidat a une mention bien, très bien avec félicitations du jury, plus ses chances d'entrer en PASS ou en LAS sont importantes. On peut également constater que les choix d'enseignement de spécialité sont majoritairement scientifiques, y compris lorsque le candidat postule sur une licence LAS qui serait non scientifique. Une présentation des nouveautés du moteur de recherche. Alors, bonjour à tous, je vais prendre la parole. Donc, les nouveautés concernant Parcoursup pour la session 2024. Alors, sachez que cette année, il y a une nouveauté au niveau du moteur de recherche avec un onglet qui permettra d'effectuer des recherches de formation par zone géographique. On va vous montrer le visuel sur la slide suivante. Également, la possibilité de comparer des formations entre elles et la possibilité de recevoir des alertes par mail concernant les JPO. Donc, concernant alors on va revenir sur la slide précédente, excusez-moi.
Oui. Alors donc là, le visuel que vous pouvez constater, entouré, en haut à droite, la zone géographique. Donc, il est possible d'effectuer des recherches de formation en recherchant soit par ville, par département, par académie et par région. Un petit point, de vigilance concernant la région Île-de-France, il faut privilégier en fait de vraiment renseigner, le texte Île-de-France et non pas IDF pour que la recherche puisse, aboutir. Également un autre point de vigilance dont on voulait vous faire part, c'est peut-être, là actuellement, privilégier le moteur de recherche Edge pour pouvoir avoir, vraiment toutes, les fonctionnalités, de ce moteur de recherche avec, la zone, géographique. Une fois, la zone, géographique, renseignée et la formation, pas de grandes difficultés. On clique sur l'onglet, rechercher pour que, la recherche puisse, aboutir. Également sur cette capture, d'écran, vous pouvez constater sur la fiche formation, enfin sur le début de la fiche, formation, qu'il est possible d'ajouter, au comparateur, la formation, qui est sur la capture d'écran, mais ma collègue madame Martinel vous fera un focus, sur, la fonctionnalité du comparateur de formation. Sur la slide, suivante, qui concerne, les favoris. Alors, voilà, il est possible de pouvoir ajouter, des formations dans sa liste, dans ses favoris. Dès lors qu'on ajoute une, formation en favori, on a un pop-up qui va s'ouvrir avec la possibilité de pouvoir renseigner, en fait, des appréciations personnelles. Elles sont bien personnelles car confidentielles. Les formations n'ont pas du tout accès, en fait, aux appréciations qui sont renseignées par le candidat, par l'élève. Il est possible de renseigner un niveau d'intérêt allant, de 1 à 5 pour la formation, mais également, possible d'ajouter des remarques concernant la formation qu'on ajoute en favori. Donc il est possible d'ajouter une centaine de favoris, donc vraiment on encourage quand même grandement, les élèves, les candidats à, ajouter des remarques, pour que ce soit, voilà, plus simple pour eux, de pouvoir un peu se remémorer la façon enfin les raisons pour lesquelles ils ont ajouté des formations, en favoris. Dès lors qu'on ajoute des favoris, au niveau des filtres sur la recherche de formation, il y aura en haut des filtres le texte, enfin mes favoris pour pouvoir vraiment rechercher, rapidement, accéder très rapidement aux favoris qu'on aura, sélectionnés, Autre vigilance, pour les élèves, pour vos élèves, si certains élèves ont commencé à créer des comptes, bien avant l'ouverture, de Parcoursup, demain, il faut quand même les inviter à renseigner la même adresse mail, pour qu'ils puissent récupérer dans leur dossier, Parcoursup, les favoris qu'ils avaient, mis, en amont lors de leur recherche, de formation. Voilà. Renseigner la même adresse mail, permettra de récupérer les favoris, si un élève a effectué des recherches de formation et créé un compte dans le cadre de la recherche, de formation. Petite précision peut-être Mélanie, toute personne a la possibilité lorsqu'il Mmh. se crée un compte, donc pas forcément, de formuler, des vœux, d'ouvrir un dossier sur Parcoursup, mais toute personne avec une adresse mail a la possibilité de, d'avoir des favoris, que l'on soit, parent, que l'on soit, enseignant, et de pouvoir ensuite, comparer les formations, également. Voilà. Et puis donc voilà, pour ce qui est des favoris, pas de grande complexité concernant ce sujet. Pour les JPO, là, cette année, la nouveauté est, le fait de pouvoir, dans les formations, qui ont été ajoutées, en favoris, de pouvoir, cliquer sur le fait, d'être averti pour recevoir une alerte par mail, un rappel en fait de la JPO, de la formation qui nous intéresse et qui a été, placée en favori, uniquement pour les formations, en favori. Voilà, donc c'est la nouveauté, recevoir, la possibilité de recevoir un mail en amont de la JPO pour les formations qui intéressent, les élèves.
Alors, nous Juste, allons à présent faire... Ah, excusez-moi, juste avant oui. de vous laisser enchaîner, je voulais juste saluer les participants parce que je dois vous quitter pour une autre visioconférence et notamment sur une présentation du nouveau site sur l'interface candidat. Donc voilà, je vous laisse en bonne compagnie. Donc, Mhm. merci encore à tous les participants et aux animateurs de ce webinaire. À très bientôt. Au revoir. Alors, nous allons poursuivre à présent sur le comparateur des formations. Donc, ça fait partie des nouveautés, hein, comme l'indiquait ma collègue. Donc, c'est vraiment pour aider vos élèves s'il y a des formations qui seraient un peu similaires ou en tout cas qui permettraient d'arriver au même but. De comparer, voilà, s'il y a des petites nuances. Donc, sur le comparateur, vous allez pouvoir retrouver différentes petites informations intéressantes. Donc, il fonctionne, enfin, il est affiché comme un comparateur d'assurance, hein. Donc, voilà. Il faut savoir que sur un ordinateur, les élèves pourront comparer jusqu'à 5 formations. Par contre, sur un téléphone, ils ne pourront comparer que 2. Donc, effectivement, si vous pouvez préciser aux élèves qu'il est toujours préférable de consulter Parcoursup depuis un ordinateur, parce que c'est vrai que toutes les fonctionnalités ne sont pas forcément visibles sur téléphone. Alors, dans ce comparateur, qu'allons-nous retrouver? Tout d'abord, le label du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, vous verrez que sur Parcoursup, les formations, donc toutes les formations sur Parcoursup sont reconnues par l'État. Vous allez aussi savoir, grâce au label, connaître le type de diplôme ou de certification qui sera délivré à l'issue du cursus. Vous saurez s'il s'agit d'une formation publique ou privée. Là aussi, on interpelle. Bien souvent, les candidats ne font pas attention au statut d'une formation et c'est vrai que ça a des incidences après sur les frais de scolarité. Donc, bien regarder cet élément. Vous saurez s'il s'agit d'une formation en apprentissage ou non, le taux d'accès, les frais de scolarité, s'il y a un accès particulier pour les boursiers, ce qui est possible quand on est boursier, s'il y a des épreuves ou des entretiens, parce qu'il faut savoir qu'il y a des formations qui organisent des épreuves d'admissibilité. S'il y a des frais de candidature, là aussi, point de vigilance, il y a une différence, enfin, point de vigilance à reprendre, à revoir avec vos élèves, la différence entre frais de scolarité et frais de candidature, parce qu'il y a des formations, effectivement, où ils pourraient avoir à payer une certaine somme juste pour candidater, en fait, sur la formation. Et ce qui va être aussi intéressant, c'est s'il s'agit de formations qui étaient dans nos favoris, dans notre liste de favoris, on pourra retrouver nos petites notes, nos appréciations personnelles pour vraiment avoir un comparatif jusqu'au bout. Voilà. Donc, on va passer. On va à présent faire un point sur les différents onglets de la fiche formation. Donc, on va revoir un petit peu comment est composée la fiche formation. Donc, pas de grands changements pour ceux qui l'auraient déjà vu l'an passé, pas de changement même du tout. Donc, sur le premier onglet de la fiche formation, vous allez retrouver, on va dire, les informations générales, les caractéristiques globales, donc à savoir donc une présentation globale de la formation, les matières, la quotité, etc. Voilà. À nouveau, la certification et les informations sur les journées portes ouvertes aussi, donc comme on en parlait précédemment. Vous aurez aussi les informations sur les frais de scolarité. Donc, c'est dans un encadré coloré pour que ça soit assez visible, mais c'est vrai que des fois, les élèves passent à côté. Vous pourrez aussi, sur cette page, découvrir s'il y a un dispositif d'aide à la réussite, ce qui est mis en place en termes d'aménagement, etc. Donc, il y a différents onglets relativement intéressants sur la formation de manière globale. Ensuite, sur le deuxième onglet, vous allez avoir accès aux critères d'examen, voilà, aux critères d'analyse des candidatures. Donc, c'est très intéressant. Donc, Parcoursup se donne comme engagement la transparence. Et donc là, vous pourrez consulter les éléments sur lesquels les commissions d'examen des vœux vont s'établir, vont se baser, vont s'arrêter sur les dossiers, voilà, pour étudier les candidatures.
Donc, vous avez une grille d'analyse des candidatures avec des pourcentages pour vous dire voilà ce qui sera pris en compte et le degré d'importance. Et juste à la suite, vous aurez le détail. Donc, par exemple, là, quand on dit que 50% de l'étude du dossier portera sur les résultats scolaires, donc on entend les bulletins, sur en ce qui concerne le savoir-être, bon, ce sera les appréciations des professeurs, etc. Donc voilà. Donc les élèves pourront voir au fur et à mesure, pourront avoir un détail des éléments qui seront étudiés dans leur dossier. Sur cette rubrique aussi, on a des conseils aux candidats. C'est une rubrique très intéressante parce que cette rubrique est rédigée par soit les professeurs ou le responsable de la formation. Donc, c'est pour aider vraiment les candidats à bien rédiger leur lettre de motivation, en tout cas à bien préparer leur dossier de candidature. Voilà, vous allez aussi retrouver les attendus généraux, etc. Sur la slide qui suit, on aura un petit focus sur les modalités de candidature. Voilà, sur les modalités de candidature. Donc voilà les conditions qu'il faut pour candidater à une formation. Bon là, vos élèves sont tous en terminale, donc normalement, ils peuvent candidater sur toutes les formations disponibles sur Parcoursup. Vous aurez également les informations s'il s'agit d'une formation qui fait passer des épreuves d'admissibilité. Donc, on va retrouver voilà, le détail, donc les dates et le type d'épreuve que ce sera. Vous avez aussi des informations, donc différents graphiques sur, donc ça c'est la slide, ce sera l'onglet qui suit qui s'appelle accéder aux chiffres clés de la formation. Donc c'est un petit récapitulatif en tout cas comment dire ça, de la campagne, voilà, de la formation sur les années précédentes, en tout cas sur l'année précédente. Donc, vous aurez des graphiques pour expliquer comment la formation a procédé à son recrutement, tant sur le pourcentage de candidats qui ont été classés, donc par type de bac, et puis aussi pardon, excusez-moi, l'évolution, voilà, de l'envoi des propositions d'admission. Voilà, si au premier jour, donc voilà, comme on voit sur la slide, au premier jour, la formation avait atteint 81% de sa capacité et à la fin de la phase principale, la phase d'admission principale, elle avait atteint la totalité, en tout cas, de sa capacité. Donc, ça vous permet aussi de mieux appréhender les listes d'attente. Donc, pour savoir quand on est en liste d'attente sur telle ou telle formation, de manière générale, voilà comment ça évolue. Donc, si ça peut rassurer certains de vos élèves, parce qu'effectivement, des fois, on s'attend à avoir une réponse tout de suite dès le premier jour. Donc, pas d'inquiétude, les formations envoient des propositions d'admission, voilà, tout au long de cette phase principale. Ensuite, vous aurez un autre onglet très important, donc sur la slide suivante. Donc, on ne revient pas sur la slide concernant les débouchés, connaître les débouchés de la formation, hein, de manière générale. C'est une slide qui reprend, enfin, c'est un onglet qui reprend quelles seront les poursuites d'études possibles ou les débouchés professionnels en choisissant ce cursus. Et enfin, on a cet onglet qui reprend les coordonnées de l'établissement. Donc de manière très générale avec l'adresse, voilà, l'adresse, les coordonnées de l'établissement, mais aussi le numéro ou le mail de certains référents importants. Donc on a le référent handicap, donc très important. Inviter les familles à vraiment prendre connaissance de cette adresse mail, en tout cas des coordonnées qui seront disponibles. Ça permettra, donc si l'élève a besoin d'un aménagement particulier, à mieux voilà, appréhender son arrivée dans la formation. Je ne sais pas si ma collègue, Madame Dorol, voulait ajouter un point à ce sujet. Oui, merci. Alors, concernant le handicap, j'en profite puisqu'on en discute. Alors, effectivement, il est important que les élèves, puisqu'ils sont en autonomie hein, sur leur dossier avec leur famille, puissent prendre contact avec le référent handicap pour voir dans quelle mesure un aménagement pédagogique, voire l'accessibilité des locaux répond à leurs besoins. Mais concernant la fiche de liaison handicap disponible dans le dossier du candidat,
Cette fiche, contrairement à des informations que vous allez pouvoir lire, qui est une espèce de petite légende urbaine là-dessus, ce document n'est pas accessible par les établissements qui recrutent, par l'établissement d'origine, donc le lycée qui va alimenter le dossier du candidat, et par le rectorat. C'est-à-dire que c'est un document qui est libre, ça veut dire que le candidat en situation de handicap peut choisir de le remplir ou non. Et s'il le remplit, il peut choisir de le communiquer ou pas. Donc la communication se fait par un téléchargement sous PDF qui donc le document pourra être envoyé spécifiquement à la formation dans laquelle il a choisi de poursuivre sa scolarité à la rentrée. Donc j'ai une proposition en BTS SAM sur le lycée X. J'ai dit oui, donc la formation m'a dit oui et j'ai répondu oui. À ce moment-là, je peux communiquer ma fiche de liaison, notamment via cette adresse ou directement via l'adresse qui est communiquée pour les échanges administratifs. Bon, il faudra quand même privilégier l'adresse du référent handicap. Donc ça, c'est un point important. Donc autrement dit, un élève qui est en situation de handicap n'est pas identifié sur Parcoursup. L'élève en situation de handicap n'a pas de bonus de traitement sur Parcoursup. Donc, il y a un lien qui va vous être communiqué via la page ressources. Donc, c'est un lien qui explique bien le lien entre Parcoursup et le handicap, ou en tout cas comment Parcoursup prend en compte le handicap. Donc, Parcoursup est une procédure de droit commun. Donc, tous les élèves sont traités de la même façon. Les critères d'examen des vœux. Et puis, la procédure que vous connaissez ou que vous allez prendre le temps de découvrir cette année. Donc, ce sont les commissions, donc les KS, ce sont les académies qui, elles, vont venir compenser. Donc, concernant les commissions, donc les KS spécifiques, donc elles sont spécifiques au handicap, maladie invalidante, spécifiques aux étudiants qui sont sportifs de haut niveau. On a également la question des mutations et enfin la question de charge de famille. Donc, je m'occupe d'un membre de ma famille ou moi-même, je suis déjà parent. Ça, c'est les 4 situations de KS spécifiques. Et les élèves sont, poussés à communiquer leur situation via la messagerie dès le premier jour des résultats. Donc ça, c'est la particularité des KS spécifiques. Premier jour des résultats, le résultat ne correspond pas à mon besoin, qu'il faut un besoin spécifique. Je demande à ma messagerie contact qu'on prenne en compte ma situation, donc que l'académie prenne en compte ma situation. Remplir la fiche de liaison pour le handicap ou pour le sportif de haut niveau ne changera rien au traitement de ma candidature. Donc ça, c'est un peu le point très important, puisque comme le handicap ne doit pas faire l'objet d'une discrimination, qu'elle soit positive ou négative, donc elle n'apparaît pas sur le dossier de candidature, elle n'apparaît pas pour nous non plus, puisque si c'est pas un élément discriminant, il ne l'est pour personne. Donc c'est un petit peu le point de vigilance. Et donc les élèves en situation de handicap ont tendance, et c'est leur choix, à vouloir faire la procédure de manière normale et se signaler beaucoup trop tard, à savoir en septembre, quand ils ont vraiment tout essayé, la procédure principale, la procédure complémentaire, à venir vers nous pour qu'on puisse trouver des solutions. Donc bien évidemment, on le fait, mais ce n'est pas des situations confortables pour le lycée qui va accueillir l'élève à besoins particuliers et l'élève qui va faire une rentrée très tardive, ce qui ne va pas forcément le mettre dans des situations confortables. Voilà, donc c'était la petite incise que je voulais faire concernant les situations de handicap. Merci. Merci. Alors, Et on va, alors juste le dernier petit point sur notre fiche formation. Dernier contact intéressant aussi pour vos élèves, c'est le contact de l'étudiant ambassadeur. Donc des fois, effectivement, vos élèves pourront avoir peut-être des questions un peu moins pédagogiques à poser. Ils pourront être rassurés par ces étudiants qui pourront, voilà, de leur point de vue, expliquer comment s'est passé, eux, leur campagne Parcoursup et puis leur entrée dans l'enseignement supérieur, etc. Donc voilà.
Une présentation maintenant des événements et actions par chacune des universités, notamment les journées portes ouvertes. Donc pour l'UPEC. Oui, alors pour l'UPEC, la journée porte ouverte est le 27 janvier. Elle se déroule sur plusieurs sites et avant de vous déplacer, nous vous conseillons de consulter le programme et les listes des campus ouverts qui est disponible sur l'adresse qui s'affiche. C'est une adresse spécifique et qui permettent de consulter les programmes mis au fur et à mesure par les composantes pour dire s'il y a des conférences, à quelle heure, etc. Voilà pour la JPO qui se déroule en présentiel. Nous aurons quand même, oui, elle se déroule en présentiel de 10h à 16h sur le matin et sur l'après-midi. Et puis j'en profite aussi pour vous parler des actions qui existent pour les lycéens organisées par le service d'orientation. Donc nous proposons des actions intitulées autour de Parcoursup avec une conférence notamment le 24 juin prochain qui est l'offre de l'UPEC sur Parcoursup et une permanence d'accueil la semaine d'après, voilà, pour aider les lycéens sur leur choix de formation, notamment sur celle de l'UPEC pour voir s'il y a une cohérence voilà, par rapport à ce qu'ils souhaitent. Et nous mettons aussi en place des journées d'immersion au mois de mars et au mois d'avril par grands domaines de formation. Donc, on peut s'inscrire un mois avant l'organisation de cette journée. Et nous proposons aussi des actions pour les équipes éducatives avec les rencontres du continuum, donc qui permettent d'échanger sur des thèmes précis. Et la prochaine rencontre, ça sera le 7 février. Et nous aborderons les journées d'immersion et la double diplomation dans le cadre des formations paramédicales et en social. Voilà. Et concernant les actions du pays à Oracle, nous avons notamment une action, mon projet en 180 secondes dans le SUP qui continue cette année, qui a été mise en œuvre l'année dernière et qui est reconduite cette année. Merci Madame Brigot. Madame Mérès pour l'université Gustave Eiffel. Oui, alors nous, notre journée porte ouverte, c'est comme beaucoup d'universités le 3 février en présentiel. Donc pareil, plusieurs sites. Donc le site principal, entre guillemets, qui regroupe le plus de formations, c'est le site à Champs-sur-Marne, dans le bâtiment Copernic. Par contre, nous avons aussi notre IUT de Meaux qui est ouvert en parallèle. Ça concerne les buts gestion des entreprises et des administrations et celui en TC sous statut scolaire, puisque celui en alternance, par contre, est avec le CFA Descartes, donc sur Champs-sur-Marne. Et le site de Noisy-Grand pour la licence art. Donc là, j'insiste bien parce que même si vous pourrez, si vous venez à Champs-sur-Marne, avoir les informations sur la licence art, nous ouvrons le site de façon à ce que les parents puissent visiter les locaux, voir les studios d'enregistrement, etc. Ça permet aussi aux élèves de se projeter vraiment concrètement sur ce qui les attend en licence art, qui est quand même une licence très professionnalisante et très tournée vers la technique. Voilà. Je vous ai mis le lien du site orientation-lycéen.univ-gustave-eiffel.fr. C'est à mon avis le site qu'il faut communiquer auprès de tous les lycéens parce que c'est en gros un mini-site internet mais vraiment qu'avec les informations dédiées pour les lycéens. On y retrouve donc tout le lien pour s'inscrire aux conférences, au visio ou en présentiel. On y retrouve aussi les replays de toutes ces conférences s'ils les ont ratées. Et puis, on y trouve le lien vers la journée porte ouverte et vers l'offre de formation. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ce soir, on a la conférence sur les études d'architecture. Voilà, puisque c'est l'actualité de la journée. Pour les étudiants, pour les terminales, il y a aussi la possibilité d'avoir l'université à l'essai, c'est-à-dire de pouvoir assister à un cours. C'est une vraie immersion dans un cours de L1 à la carte. Donc ça, c'est pareil, l'inscription se trouve sur ce même site. Il y a un onglet Université à l'essai qu'ils peuvent remplir. Puisque cet événement aujourd'hui est lié pour les professeurs principaux, je rappelle aussi qu'on a la possibilité d'accueillir des classes de première au mois de mars pour pouvoir faire une immersion, mais par classe aussi, sur des demi-journées. Donc, ce sont des demi-journées où ils assistent à un vrai demi-cours, un petit
cours, voilà, mais vraiment qui leur est dédié que pour eux, donc adapté à leur niveau thématiquement. Donc, on a 5 journées. Et puis, en même temps, il y a une petite présentation des études universitaires et des échanges avec les étudiants. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse voilà, vous donner toutes les informations nécessaires. Et enfin, le 15 mai, on va organiser pour la première fois une journée de speed meeting entre nos étudiants et les lycéens. Donc là, je reviendrai bien sûr vers vous avec une communication spécifique. Ça permettra aux élèves de seconde peut-être de se projeter un peu sur leurs enseignements de spécialité, aux premières de savoir pourquoi et quel enseignement enlever, et pour les terminales, et bien déjà d'avoir une première immersion directe dans l'université qu'ils auraient choisie. Merci. Alors, pour l'Université Paris 8. Alors, à l'Université Paris 8, notre journée porte ouverte aura lieu le 3 février, comme les autres universités, en présentiel pour les licences sous le site de Saint-Denis, à Paris 8, au 2 rue de la Liberté, de 10h à 17h, avec une présentation, un accueil général à 10h le matin et puis à 14h. Entre-temps, les formations vont vous recevoir dans leur salle dédiée. Et il y aura une permanence de tuteurs, étudiants-tuteurs, qui seront là pour répondre aux questions des élèves. Cette même journée, il y aura une présentation des masters, donc ça sera en hybride, donc en présentiel et en ligne. Donc toutes ces informations sont disponibles sur la page d'accueil de l'université, donc www.univ-paris8.fr. Le 7 février de 13h30 à 18h, donc l'IUT de Montreuil, qui est rattaché à l'Université Paris 8, organisera également sa journée porte ouverte avec un accueil des étudiants qui vont présenter leur formation et qui feront également une visite de l'IUT. Le 27 janvier, de 10h à 17h, ça sera la journée porte ouverte de l'IUT de Tremblay avec un jeu de piste pour découvrir les formations présentes sur l'IUT et une visite de l'établissement. Et pareillement, nous participons également aux actions du PIA, notamment mon projet en 80 secondes avec les autres universités partenaires. Voilà. Merci beaucoup. Et pour l'Université Sorbonne Paris Nord? Alors, on a la journée porte ouverte à l'IUT de Saint-Denis ce samedi, de 10h à 16h. Donc, c'est pour les BUT et les licences professionnelles de l'IUT de Saint-Denis. Et sinon, on a effectivement la journée porte ouverte le 3 février, comme les autres universités, en présentiel. Donc, sur le campus de Vitaneuse, c'est la plupart des formations, l'IUT de Vitaneuse et l'école d'ingénieurs sub Galilée. Pour le campus de Bobigny, ce seront les formations en PASS, les LAS, STAPS, sciences de la vie, biologie, sciences sanitaires et sociales et l'IUT de Bobigny. Et sur le campus de Saint-Denis, c'est le BUT. C'est le BUT, les BUT pardon, et les licences professionnelles de l'IUT de Saint-Denis. Donc, ça sera soit ce samedi 20 janvier ou également le 3 février. Vous avez le lien, on va dire, pour toutes les informations concernant les formations, les campus aussi. N'hésitez pas à vous renseigner à l'avance pour savoir sur quel campus vous devez aller, vous renseigner sur les formations. On a aussi des dispositifs d'accompagnement pour les lycéens de première et de terminale, voire de seconde, par des étudiants parrains de l'université dans le cadre des cordées de la réussite. C'est Je parraine un lycéen. Et vous avez le lien pour en savoir un petit peu plus sur ce dispositif. Et on participe également sur le projet en 180 secondes avec les autres universités dans le cadre de Oracle. Alors, les connaissances et les compétences qui sont attendues à l'université sur chacune des fiches formation présentes sur Parcoursup, il y a un certain nombre de rubriques qui vous informent, qui informent les candidats. Il y a les attendus nationaux, donc qu'attend-on au niveau national pour cette formation du candidat. Donc, des éléments de cadrage national, des attendus spécifiques également qui sont liés à la formation, qui sont votés par chacune des universités, et puis des attendus complémentaires de formation. Donc là, chacune des universités va pouvoir mettre en avant ou présenter des attendus spécifiques. Donc pour l'université Gustave Eiffel.
Alors, donc effectivement, des attendus spécifiques en art et en maths. Alors, en art, c'est parce qu'effectivement, ce sont des filières qui sont assez techniques et donc qui peuvent, qui recrutent, ce sont des filières sélectives et donc qui peuvent recruter avec des parcours un peu spécifiques, avec déjà des connaissances, pourquoi pas, en termes de logiciels, en termes en musique, on va nous exiger une pratique musicale déjà de 3 ans. Voilà. Donc, vous allez trouver effectivement des attendus spécifiques liés au contenu même de ces formations. Et puis pour le parcours maths, donc maths appliquées et sciences sociales, ça parle pas toujours, en fin de compte, c'est une licence qui est maths éco, pour faire simple, maths et économie. Et donc obligatoirement, en plus des attendus de mathématiques et donc des connaissances plutôt de la spécialité maths en amont, eh bien, il est bien aussi d'avoir une curiosité, entre guillemets, sur les faits économiques par la lecture, etc., d'articles, de suivi de l'actualité. Et donc effectivement, c'est donc ces attendus plutôt spécifiques qui sont mis à jour sur Parcoursup. Pour l'UPEC? Alors pour l'UPEC, les attendus locaux concernent alors des formations qui ont effectivement des parcours sélectifs, mais aussi des parcours qu'on va trouver qu'à l'UPEC. Par exemple, AEI, Administration et Échanges internationaux, est une mention très spécifique. Donc là, il n'y aura pas d'attendu national, uniquement des attendus complémentaires. Donc c'est pour ça que c'est important de les regarder. Et puis, il y aura des attendus aussi spécifiques dans toutes les formations où il y a où il y a une double diplomation. Donc notamment dans les formations de l'IAE qui sont des doubles diplômes avec un DU. Donc il y aura des attendus spécifiques qui sont liés à ces doubles diplômes. Les DUST aussi, il y a 2 DUST, métiers de la forme et bureautique et multimédia, qui sont des formations sélectives. Et après en SVT, il y a aussi des formations qui ont une coloration internationale. Donc c'est pour ça qu'il y a des attendus complémentaires. C'est la même chose en droit aussi, voilà, et en santé par rapport à la licence sciences pour la santé qui est un accès santé qui est avec une majeure santé. Voilà. Donc voilà pour les formations avec des attendus complémentaires à l'UPEC. L'université Sorbonne Paris-Nord? Alors, une spécificité, donc un point de vigilance, effectivement, les attendus des LAS, pour la licence Accès Santé, sont ceux de la majeure disciplinaire. C'est-à-dire qu'une LAS, on va dire économie-gestion, les attendus sont ceux de la licence économie-gestion. C'est justement un point de vigilance par rapport, on va dire, aux LAS dans notre université. Pour l'université, oui. Pour l'université Paris 8, donc lorsque c'est le cas, les attendus sont spécifiés sur la fiche de formation. J'attire votre attention sur les licences sélectives. Donc, il y a la licence information et communication où on va demander examiner plus le dossier du candidat, où on lui demandera éventuellement une expérience dans le domaine de la communication, s'il a participé à un journal au lycée, s'il a un blog, s'il a fait un stage découverte en communication. Donc ça, il le spécifie dans sa lettre de motivation. Et puis, nous avons 2 doubles licences, Histoire, Sciences politiques et Histoire, monde anglophone, où on demandera aux élèves d'avoir un esprit critique et puis un goût prononcé pour la lecture. Donc, pour la licence Histoire, monde anglophone, lecture en anglais et en français, puisque bon, les cours seront dispensés en anglais pour la majeure monde anglophone. Donc, il faut savoir que la double licence, les étudiants suivent les cours des 2 majeurs, donc la majeure histoire et la majeure sciences politiques. Donc, c'est un programme assez lourd. Donc, on demandera aux élèves d'être motivés et puis de savoir aussi gérer leur temps, leur emploi du temps à l'université. Voilà. Alors, des dispositifs existent également à l'université d'accompagnement des étudiants, notamment la licence Wi-Fi qui existe à l'université Gustave Eiffel.
Donc, j'avais coupé le son, excusez-moi. Donc, on a 2 filières WICI, nous, donc en musique, et ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les attendus spécifiques, c'est-à-dire que là, comme on demande effectivement une pratique musicale, pour des lycéens qui n'auraient pas eu cette pratique musicale, mais qui seraient tout de même intéressés, qui bidouilleraient un peu le son, qui feraient déjà du montage, etc., sonore, eh bien, on propose effectivement un WICI, c'est-à-dire on prend les étudiants, on accepte les étudiants, mais ils acceptent, eux, de faire leur première année sur 2 ans. Donc, c'est un WICI qui implique une licence sur 4 ans, de façon à les remettre à niveau en pratique musicale. Ça, c'est le premier dispositif, le WICI. Et le second, c'est en licence lettres. Là, il est un petit peu différent. Il n'implique pas une licence en 4 ans, mais c'est un renforcement de la première année avec de la méthodologie essentiellement pour des bacs qui ne seraient peut-être pas des bacs généraux, par exemple des bacs technologiques, qui voudraient quand même venir faire des lettres à l'université, mais à qui il manquerait quelques petites capacités, entre guillemets, de rédaction, de lecture, d'analyse, etc., et à qui on propose donc un renforcement. Merci. Pour l'UPEC? Bien, de même à l'UPEC, on retrouvera aussi ces 2 types de dispositifs, hein. Donc, on a 7 dispositifs qui sont mis en œuvre sur 7 composantes, que ce soit donc en AEI, donc administration et échanges internationaux, en droit, en lettres, en sciences économiques et de gestion, en sciences et technologies et en STAPS. Alors pareil, en fonction des composantes, il sera proposé soit un parcours avec un renforcement en L1 de compétences clés pour réussir dans la licence. Hein, par exemple, effectivement, dans la faculté des lettres et langues, on pourra venir renforcer l'expression orale et écrite, par exemple. Et il y a d'autres dispositifs qui existent, qui sont ce qu'on appelle des années propédeutiques, c'est-à-dire qui permettent de se préparer à la licence et de faire une licence en 4 ans, en répartissant la charge de la première année sur 2 années, et tout en procédant à une remise à niveau, voire à une réflexion sur son orientation, comme le propose la faculté de sciences économiques et de gestion. Et pour l'université Sorbonne Paris-Nord? Alors, à l'université Sorbonne Paris-Nord, on a 8 dispositifs WICI, dont un qui est commun à 4 licences. Pour les 4 licences, c'est la licence physique-chimie, mathématiques, informatique et sciences pour l'ingénieur. C'est des parcours aménagés, donc ça ressemble beaucoup à la licence, un cursus en 4 ans. Donc là, ça concerne ces 4 formations. Sinon, on a 4 autres formations. Donc, la licence de psychologie, STAPS, économie-gestion et sciences de la vie, c'est la biologie. C'est des cours de remise à niveau, cours de renforcement en effectif réduit. Donc, ils font bien leur licence en 3 ans, mais en première année, ils ont des cours supplémentaires en petits groupes, en plus de ceux de la licence classique. Et pour l'université Paris 8? Alors, à Paris 8, on a des aménagements pédagogiques dans certaines disciplines, notamment en économie et gestion, où il y a un renforcement en mathématiques et en français. Parce que les spécialités demandées pour cette licence, ça sera maths et sciences économiques et sociales. En langue et en lettres, on nous demande aux élèves d'avoir un bon niveau rédactionnel en français, un bon niveau de compréhension écrite et orale également, et un esprit critique. Et notamment en langue, on leur demande, notamment en LEA, langues étrangères appliquées, on leur demande d'avoir le même niveau B2 dans les 2 langues. Parce que les cours sont disponibles. Bien souvent, les étudiants n'ont pas les mêmes connaissances, le même niveau dans les 2 langues, et ça pose problème pour pouvoir suivre la licence. Donc, qu'ils fassent bien leur choix de langue, de cursus. Voilà. Et puis, pour la licence de musicologie, il y a une année supplémentaire, un DU en musique, pour renforcer l'apprentissage en solfège et en pratique. Et en sciences du langage, on a ce qu'on appelle l'année 0. Donc, c'est une année de remise à niveau, et les étudiants ont la possibilité, si le premier semestre, s'ils réussissent le premier semestre, d'aller directement
au second semestre sur la licence sciences du langage. Voilà. Merci. Alors, dans chaque université, un accompagnement, vous l'avez bien compris, de nouveau des spécificités par université. Alors, Et donc pour l'UPEC, voilà. Donc pour l'UPEC, effectivement, il y a un accompagnement des lycéens qui est proposé. On a des pages dédiées effectivement aux lycéens, donc c'est lycéen-lycéenne.fr qui rassemble toutes les actions envers les lycéens qui ont lieu tout au long de l'année. Et vous retrouverez aussi le calendrier du lycéen, qui est un outil pour son orientation, qui vous propose aussi de visualiser le calendrier et aussi votre parcours d'information tout au long de l'année. Donc vous retrouverez les principales actions sur ces pages dédiées avec des liens pour s'inscrire. Voilà. pour l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors, on a le DU Paréo qui est dispensé sur une année, donc en présentiel, et qui permet d'alterner pédagogie par projet et cours disciplinaires. Ça permet aux étudiants qui n'ont pas forcément d'idées précises sur leur projet, d'y travailler pendant cette année. Et ils ont des cours effectivement disciplinaires avec des possibilités d'immersion dans certains cours pour se familiariser ou avoir une découverte de certains domaines. Donc, on vous a mis le lien pour en savoir un petit peu plus au niveau du DU Paréo. Et ce que je vous parlais tout à l'heure pour le dispositif d'accompagnement des lycéens de première et de terminale par les étudiants parrains, donc de l'université, dans le cas des cordées de la réussite, je parraine un lycéen. Merci. Madame Mérès, pour l'université de Paris-Nord. Oui, alors en plus de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui est vraiment l'accompagnement des lycéens et des L1 et que vous pouvez retrouver sur le site que j'ai remis là, nous avons aussi un DU, donc un DU Préparéo. C'est un DU qui n'apparaît pas sur Parcoursup parce que les places sont réservées au niveau de la KS. Donc c'est le rectorat qui peut affecter pour des élèves qui en fin de compte n'ont pas réussi à avoir leur vœu pour la plupart, et puis qui ont besoin de retravailler leur projet et qui ont souvent un dossier assez fragile, on va dire, académique. Donc ce DU Préparéo pour les bacs généraux technologiques, il permet pendant une année de se remettre à niveau en français, en maths, en anglais, en informatique, et ainsi de pouvoir retravailler leur projet avec des cours un petit peu au niveau du théâtre, etc. Enfin, c'est un peu hybride, de façon à pouvoir, entre guillemets, les regonfler, déjà leur redonner envie de se réinvestir dans des formations, et donc comme ça de les remettre à niveau et de leur reproposer sur Parcoursup l'année d'après, d'avoir le projet qui était souvent le projet initial. Merci. Pour l'université Paris 8. Alors, pour l'université Paris 8, donc je vous ai mis le lien. Le premier lien concerne le lycéen futur étudiant, où il y a des informations pratiques sur l'université concernant la vie étudiante et les différentes formations. Le deuxième lien concerne les cordées de la réussite. Donc, nous avons 18 lycées en cordée et 15 collèges sur le territoire 93, sur le territoire du 93. Et le dernier lien, c'est un guide de l'étudiant en situation de handicap. Il y a un service d'accompagnement de ces étudiants, quel que soit le type de handicap. Et je voudrais aussi rajouter une formation qui n'est pas sur la slide. C'est le DU Universitas. Je ne l'ai pas mis puisque ce DU est ouvert qu'aux étudiants qui sont déjà inscrits à Paris 8. Ces étudiants ont reçu, ils sont inscrits dans une licence et ils se rendent compte que cette licence-là ne leur correspond pas. Donc, ils sont en situation de réorientation, de demande de réorientation. Donc, ça va être une formation, ils restent toujours inscrits, mais ils vont suivre des cours de ce DU à la place de leur majeur. Donc, on va leur proposer différentes actions, des remises à niveau, de travailler sur leurs projets d'études et projets professionnels également. Donc, ce DU ne concerne que les étudiants qui sont déjà inscrits à Paris 8.
Donc, je pourrais envoyer au CAIO le lien vers la formation pour mettre sur la diapo. Tout à fait. On le rajoutera. Merci. Merci, Madame Mélie. Merci. Alors, on va passer assez rapidement pour pouvoir laisser du temps à Monsieur Gatso pour la présentation des BUT, mais énormément de ressources sont à destination à la fois des candidats, des équipes enseignantes, des psy-UN, des parents. Ces ressources augmentent au fur et à mesure que la procédure Parcoursup avance. Donc, on vous en a mis des essentiels, mais vous allez voir quand vous allez vous connecter sur l'ONICEP, notamment la plateforme Avenir, quand vous allez sur le site Parcoursup, des vidéos, des tutoriels, des lives sont proposés tout du long de la procédure. Je laisse la parole à Monsieur Gatso qui va donc nous faire un focus sur les BUT, les bachelors universitaires de technologie. Voilà, je remets ma caméra et je mets le son. Bonjour à toutes et tous. Il nous a semblé effectivement utile, même si cette réforme des BUT est maintenant bien installée, puisqu'elle a démarré en 2021. Néanmoins, on est encore dedans puisque les premiers diplômés ne le seront qu'à la fin de cette année. Donc, on est encore dans le déploiement de cette réforme importante de l'enseignement supérieur. Et il nous a semblé utile du coup de refaire un focus et éventuellement de répondre à vos questions sur ce que sont les BUT et ce qui est proposé dans notre académie. Très rapidement, le BUT, c'est un diplôme national, universitaire, qui confère le grade de licence. On évoquait tout à l'heure les crédits ECTS, et il y a bien 180 crédits qui sont délivrés. Donc, c'est une licence de plein droit qu'est ce BUT. Une formation qui reste sélective, alors sélective à la fois juridiquement au sens Parcoursup du terme. Les collègues de BUT peuvent refuser des candidats. Sélective aussi dans certains cas parce qu'il y a beaucoup de candidats par rapport au nombre de places offertes, mais je reviendrai un peu sur cela parce que c'est une idée un peu préconçue et qui n'est pas valable pour toutes les spécialités de BUT, et une formation qui est accessible aux bacheliers aussi bien généraux que technologiques. Vous verrez dans les chiffres très rapides que je présenterai en fin de présentation qu'il y a très peu de bac pro parce que c'est pas une formation qui est adaptée, donc il y a quelques exceptions comme toujours, mais les publics visés, ce sont les bacheliers généraux, les bacheliers technologiques. Je vais y revenir un tout petit peu plus loin. On est organisé un peu comme les licences générales, sauf qu'on a un petit nom différent. On ne parle pas de mention de BUT, mais on parle de spécialité. Spécialité, vous connaissez sûrement pour beaucoup d'entre vous, puisque le passage DUT-BUT a décidé, en tout cas, on a décidé à ce moment-là de conserver les 24 spécialités avec leur nom, avec quelques petits changements, mais globalement, pour ne pas tout changer en même temps. Donc, vous avez 24 spécialités que vous connaissez, parce qu'on a repris celle qui était celle des DUT, avec une petite particularité, c'est que dans Parcoursup, c'était le cas aussi avant, avec le DUT, pour certaines spécialités, vous verrez qu'on doit choisir son parcours dès la première année. Il y a des parcours, j'expliquerai un tout petit peu après ce que c'est, mais il y a besoin de choisir son parcours dès la première année dans certaines spécialités, sinon ça se fait un petit peu plus tard dans la formation, je vais y revenir. Une pédagogie qui est entièrement basée sur les compétences, ça veut dire qu'on va réfléchir à comment et à quelles compétences on doit amener les jeunes du BUT, et une pédagogie qui est vraiment propice au travail en mode projet, donc particulièrement adaptée à la fois au désir des jeunes aujourd'hui et notamment aux bacheliers technologiques qui ont eu l'habitude de travailler ainsi. Ce qui ne change pas fondamentalement, c'est qu'on reste sur un accompagnement individualisé, un environnement universitaire à taille humaine, ce qui a fait certainement le succès des IUT depuis près de 50 ans maintenant. Et puis un programme national, c'est le seul diplôme universitaire dont le programme est national. Alors vous, issus du monde du scolaire, vous avez l'habitude des programmes nationaux, mais dans le supérieur, c'est extrêmement rare que des diplômes aient un programme national qui est déployé de la même manière, quel que soit le point du territoire. Pour les licences générales, chaque université est libre de proposer le contenu qu'elle souhaite, même si évidemment une licence de droit à un endroit va ressembler à une licence de droit à un autre endroit, mais il y a des adaptations qui sont parfois importantes, alors qu'en BUT, vous avez un programme qui est déployé nationalement, quel que soit l'IUT qui le propose. Diapo suivante. Elle met un petit peu de temps à venir, mais c'est un petit délai de latence.
Voilà. Quelques essentiels. Donc, on est évidemment sur Parcoursup et les jeunes vont candidater en BUT. Hein. C'est une spécialité, enfin, c'est une formation, des formations qui donnent droit au sous-vœu. Hein, donc, on candidate, le vœu principal, c'est sur une spécialité d'IUT. Et après, on peut ouvrir des sous-vœux pour choisir des lieux dans lesquels on souhaiterait suivre son bachelor universitaire de technologie. Cursus en 3 ans, je l'ai dit, amené en grade de licence. Une formation où il y a beaucoup de passerelles. On a peu parlé de passerelles parce qu'on est sur un séminaire qui est très organisé, très centré autour de Parcoursup et du lycée. Mais vous avez aussi dans vos établissements des BTS. Les BTS sont tout à fait les bienvenus en BUT 3 à travers des passerelles, tout comme des jeunes qui seraient en réorientation après des échecs en première année pourraient intégrer le cursus de BUT à différents moments. Une expérience professionnelle qui est extrêmement développée, hein, 600 heures de projets qui vont être menés sur les 3 ans et 22 à 26 semaines de stage selon les spécialités. Donc on est sur effectivement une formation extrêmement professionnalisante. L'alternance qui se développe, hein, le cahier des charges du BUT dans son passage DUT-BUT, c'était 2 choses, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, c'était renforcer l'international et faciliter l'international, notamment par ce déploiement en 3 ans, hein, pour se coller au fonctionnement international et notamment européen, et puis développer l'alternance. Hein. C'était évoqué tout à l'heure, vous avez l'alternance en première année, et là, ça donne lieu à une candidature spécifique dans Parcoursup, mais aussi, dans la plupart des cas, s'il n'y a pas d'alternance en première année, il y a la possibilité de rejoindre des groupes d'alternants ou de suivre cette pédagogie en alternance à partir de la 2e ou de la 3e année. Tout ça est expliqué dans la fiche formation. Hein. Soit c'est en alternance et c'est un vœu spécifique dès la première année, soit lorsque l'alternance est accessible plus tard dans le cursus, c'est évidemment indiqué et ça peut être un choix, en tout cas un critère de choix pour des jeunes. Et l'orientation et l'objectif du BUT, il est double. Hein. Tout autant de s'insérer professionnellement, c'est voilà, répondre à un besoin majeur de la nation en cadre intermédiaire. Vous savez qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi non pourvues pour les cadres intermédiaires en Ile-de-France comme en France d'ailleurs, mais aussi de poursuivre ses études. On est sur un 50-50 dans le texte qui régisse les BUT en termes d'objectifs, 50% d'insertion professionnelle et 50% de poursuite d'études, j'y reviendrai. Diapo suivante. J'ai remis un schéma pour que vous ayez la comparaison, l'avant et l'après. Avant, on était sur ce qu'on appelait, nous, dans notre jargon, un 2+1, donc 2 ans de DUT. À l'issue du DUT, les jeunes avaient 3 possibilités qui s'offraient à eux. Une insertion professionnelle. Autant vous dire qu'elle n'existait quasiment plus après le DUT, parce qu'il y avait notamment ce schéma européen LMD qui incitait les jeunes à s'insérer dans le cadre licence générale et d'avoir au moins une licence et un niveau Bac+3 avant d'aller travailler, mais il en existait un petit peu, mais c'est très minoritaire. Le choix d'une licence pro, mais avec une candidature à faire pour rentrer en licence pro et après une insertion pro, et puis le choix de la poursuite d'études plutôt longue pour se diriger vers un Bac+5. Le schéma du BUT, c'est 3 ans, c'est un diplôme intégré. On obtient le BUT au bout des 3 ans et à la fin du BUT, c'est ce que j'évoquais, soit de l'insertion pro, soit une poursuite d'études en école ou en master, en tout cas en se dirigeant vers un Bac+5 avec ces petites flèches qui symbolisent aussi la porosité du système, des entrées parallèles, mais aussi des sorties. Je vais y revenir justement dans la slide suivante. Il y a toujours un petit temps de latence. Alors, c'était pas la suivante, donc ça tombe bien, je vais revenir un peu plus tard, mais c'est la bonne slide. On est sur des frais. Pourquoi j'insiste? Parce que ce mot bachelor, il attire les jeunes. Donc voilà, c'était peut-être une bonne idée d'appeler ce nouveau diplôme bachelor, mais il crée aussi de la confusion dans l'esprit des jeunes et des familles, parce qu'il y a évidemment une offre pléthorique de bachelors privés, souvent extrêmement chers. De temps en temps, pour ne pas dire très souvent, mais je vais rester politiquement correct, de moindre qualité. Là, on est sur un bachelor public universitaire avec des droits d'inscription qui sont des droits les droits de l'université au niveau licence et une exonération, bien sûr, si les jeunes sont boursiers. Par rapport au DUT, on est sur la même philosophie, hein, formation sélective, et puis un niveau de sélection, vous parliez des attendus, les attendus ont été évidemment retravaillés au moment de la réforme du bac, puisque la mise en place du BUT 2021 correspond aussi, et c'est exprès, ça tombe bien, à la mise en place des premiers bacheliers nouvelle formule. Les 24 spécialités, je l'ai dit, et puis j'aime bien parler un tout petit peu des BTS, même si ce n'était pas complètement le lieu, mais on travaille au niveau du rectorat à augmenter ou
développer davantage encore les passerelles pour les jeunes issus de STS qui intégraient massivement des licences professionnelles, dont le nombre a été réduit, je vais y revenir, mais pour autant, des passerelles existent et on est à l'œuvre avec les services du rectorat pour travailler avec les équipes de BUT pour que le passage BTS vers BUT3 se fasse de la manière la plus naturelle possible. Diapo suivante. Ah, c'est dans l'autre sens. C'est celle-là la suivante? C'est une erreur de ma part si c'est la suivante. Alors, voilà, c'est bon. Une petite chose, vous l'avez vu d'ailleurs sur la diapo où il y a le schéma, donc finalement c'était un acte manqué utile. Le DUT n'a pas disparu, le DUT est délivré au bout des 2 premières années, donc un petit peu comme avant, un DUT évidemment qui a changé, hein, il n'y a pas le même encodeur, il n'y a pas le même contenu, mais il y a un diplôme, donc c'est quelque chose qui peut être rassurant et qui peut permettre à certains dont c'est le projet, qui en ont les compétences aussi, de quitter. Vous avez vu qu'il y avait des flèches sortantes aussi sur le schéma du BUT. Donc il y a des étudiants qui ont fait le choix l'an dernier, à la fin de leur 2e année, de rejoindre d'autres formations, prenant au passage leur DUT, mais n'étant jamais diplômés d'un BUT, parce qu'ils ont préféré rejoindre d'autres formations, notamment à Bac+5. Le chiffre est, on est en train de le finir de le chiffrer, mais le chiffre est assez restreint de ces jeunes qui ont fait ce choix de quitter le système. C'était assez prévisible, hein. Ils sont dans un système, ils ont envie d'avoir leur BUT, et c'est à l'issue du BUT qu'ils soit se dirigent vers d'autres formations, soit se dirigent vers le monde professionnel. J'ai parlé des parcours, c'est une nouveauté. Si vous étiez familier des DUT, quelques DUT avaient des options, mais elles étaient extrêmement rares, qui était une logique effectivement d'aller se spécialiser. On a poussé cette logique, notamment parce qu'on passait à Bac+3. Tous les BUT, toutes les spécialités de BUT ont des spécialisations, des parcours. Et ces parcours, ce sont des spécialisations progressives qui vont aller vers un champ de compétences, vers un champ de métier bien particulier. La plupart du temps, ce choix de parcours, je le disais tout à l'heure, se fait à partir de la seconde année. Donc, on va candidater dans la spécialité. Mais j'invite quand même les jeunes et vos élèves à regarder. Chaque IUT va expliquer dans Parcoursup et indiquer dans Parcoursup quel parcours il propose. Parce que chaque IUT n'est pas obligé de proposer tous les parcours d'une même spécialité. Donc, si on est intéressé par, je sais pas moi, l'événementiel au sein de la spécialité technique de commercialisation, faut bien regarder si l'IUT dans lequel on candidate propose ce parcours événementiel. Dans ce cas, si ce n'est pas le cas, ça peut être un élément de choix et plutôt se diriger vers un parcours, même s'il y a une porosité, même si, voilà. Donc, on ne demande pas aux jeunes de se positionner sur un parcours. Par contre, ce qu'il ait en tête, oui, c'est quelque chose d'important parce que ça peut les aider à s'orienter. Attention, par contre, il y a 3 spécialités qui sont proposées dans l'académie d'ailleurs, qui proposent des parcours dès la première année. Et donc là, dans Parcoursup, les jeunes sont obligés de se positionner. Et donc, ça compte un grand vœu parmi les 10. Hein. On a dit c'est la spécialité qui fait office de grand vœu, sauf pour ces 3 spécialités, génie biologique, carrière sociale et information communication, où là, les jeunes vont d'ores et déjà se positionner sur des parcours, parce que là, les métiers visés sont très différents, même si on est au sein de la même spécialité, et donc on a besoin de travailler cette différence, entre guillemets, sur les 3 années qui vont s'écouler, et donc on choisit dès le début. Donc ça, il faut que les jeunes soient bien vigilants. Ce qui ne change pas par rapport au DUT d'avant et au système précédent, c'est qu'on reste sur un encadrement extrêmement important, un enseignement universitaire, un enseignement technologique et encadré par des équipes mixtes d'enseignants, d'enseignants-chercheurs et de beaucoup de professionnels et d'intervenants extérieurs. Et puis, dernier point sur cette slide, parce qu'il y a eu pas mal d'interrogations, les licences pro qui étaient beaucoup portées par les IUT, vont-elles disparaître? Ont-elles disparu? La réponse est non, elles n'ont pas disparu. Déjà, il y en a qui ne sont pas proposées en IUT, donc celles-là n'avaient aucune raison de disparaître. Mais celles qui étaient proposées en IUT, beaucoup ont été intégrées, sont devenues au fond le parcours de 3e année. C'est d'ailleurs comme ça que les parcours ont été aussi pensés. Mais il y a dans les IUT et aussi en dehors des licences professionnelles qui restent. Et ça, c'est un message aussi important à délivrer aux jeunes de BTS. Je fais une petite insiste sur les BTS, mais on s'est aperçu que peu de jeunes de BTS avaient candidaté en but 3. Alors peut-être ne savaient-ils pas que ça leur était offert, mais aussi peu de jeunes ont candidaté dans les licences professionnelles qui subsistent. Et ça, c'est plus étonnant parce qu'ils en avaient l'habitude. Donc peut-être qu'il y a eu un message un peu flou, ou en tout cas erroné, une compréhension erronée, pensant que les licences pro avaient disparu. Non, il en reste. Les BTS y sont les bienvenus et les BTS sont aussi les bienvenus en but 3. Slide suivante. Quelques petites questions, notamment j'évoquais les bachelors privés. Effectivement, là on est sur un diplôme national, public,
universitaire, de grade de licence, hein, tous les bachelors n'ont pas le grade de licence, là c'est même au-delà du grade, c'est une licence, adossé à la recherche, voilà, tout ce qui fait la richesse, la réussite et l'excellence des formations universitaires, une formation nationale avec le même programme, ça aussi c'est rassurant pour les familles, mais c'est aussi rassurant pour les employeurs, hein, quand ils recrutent un BUT, ils savent ce qui a été fait au sein du diplôme, et donc gratuit ou quasi gratuit, puisqu'on est sur les droits d'inscription habituels de 170 € versus quelques milliers d'euros dans des bachelors. Les possibilités de poursuite d'études, j'en ai parlé, même si elles continuent à se mettre en place, parce que je le disais en début d'intervention, on n'a pas diplômé encore les premiers titulaires de BUT. Alors, mis à part la VAE, forcément, c'est un peu différent, mais les classiques, ceux qui sont rentrés en première année en 2021, ils vont être diplômés en 2024, bien logiquement. Et donc, les poursuites d'études sont en train de se mettre en place. Mais en tout cas, on sait qu'on a un intérêt qui perdure des masters, des écoles qui ont eu l'habitude d'accueillir des IUciens et des DUciens parce que la formation était de qualité et reconnue. Il n'y a pas de raison que ça change. Simplement, les modalités vont peut-être être un peu différentes. Peut-être que dans certains cas, des jeunes mettront 6 ans pour devenir ingénieurs, puisque les écoles, selon les cas, se positionnent un peu différemment sur l'entrée après un but de 3, soit en deuxième année, soit directement en troisième année d'école, si elles sont en prépa intégrée, ou en première année si elles sont un poste prépa, soit directement en deuxième. Les choses sont en train de se caler. Pareil pour les masters, mais il n'y a pas d'inquiétude. La qualité des études en IUT est toujours reconnue par les partenaires universitaires et écoles en termes de poursuite d'études. Et puis le BUT est une marque protégée, donc il n'y a aucun BUT ailleurs qu'en IUT. Il est exclusif au réseau des IUT. Ça, c'est aussi un gage de sérieux et de lisibilité, de visibilité pour les jeunes et leurs familles. Un petit focus sur la diapo suivante, sur notre académie. Dans l'académie de Créteil, 8 IUT, donc on est bien fourni, vous le voyez. Ça illustre ce que disait Elisabeth Boyer en début d'intervention sur le fait que les jeunes de l'académie restent dans l'académie lorsqu'ils souhaitent faire un IUT. Il y en a 8, 2 dans l'académie de Paris et 8 dans l'académie de Versailles. Donc vous voyez qu'on est quand même bien lotis. 4 universités de rattachement, c'est-à-dire les 4 qui sont intervenues aujourd'hui, elles ont toutes un ou des IUT. Paris 8 en a 2, Tremblay et Montreuil, l'UGE en a 1, l'UPEC en a 2, Créteil-Vitry et Sénart-Fontainebleau, et l'USPEN en a 3, Saint-Denis, Bobigny et Villetaneuse. Et tout ça sur 12 sites d'enseignement, puisque chaque UT peut avoir des sites délocalisés ou être monosite, ça dépend des fois. Et on est sur environ entre 4600, 4700 places offertes en intégrant l'apprentissage, puisqu'on vous a dit à juste titre que l'apprentissage pouvait se faire dès la première année. Je crois que j'ai une petite coquille. D'ailleurs, vous comprendrez qu'il y a une coquille. Il y a bien 24 spécialités. Il y en a bien 2 qui ne sont pas proposées, mais 24 moins 2, ça fait bien 22 et pas 21. Donc, je corrigerai Christelle avant qu'on diffuse. Voilà, il y a 2 spécialités qui ne sont pas proposées dans l'académie. Vous voyez qu'on couvre bien quand même. 22 spécialités sur 24 nationales proposées pour nos jeunes de l'académie. On couvre quasiment tout. Il y a une spécialité qui est présente dans l'académie, c'est génie chimique, génie des procédés, mais elle est présente une fois dans l'académie de Versailles, IT de Vélizy sur le site de Rambouillet. Et il y a une spécialité qui n'est pas proposée, c'est une toute petite spécialité très intéressante, mais très peu présente en France, c'est packaging, emballage et conditionnement, qui s'appelle PEC, et qui n'est pas proposée en Ile-de-France. Mais vous voyez qu'on est quand même bien doté, au bémol près que, même si les 22 spécialités sont proposées sur 24 dans l'équipe Créteil, certaines ne le sont assez peu. Vous retrouverez certaines spécialités qu'une seule fois, donc ça peut nécessiter de la mobilité pour les jeunes. Je pense à chimie qui est proposée qu'une fois, à Vitry, il doit y avoir métier de la transition énergétique, Véronique, mais tu dis si je dis une bêtise, mais il me semble qu'il n'y a que vous qui l'avez dans l'académie. Voilà, il y a quelques spécialisations des données, c'est pareil, ça va être que Villetaneuse, mais globalement, on a une offre d'IUT qui est conséquente. Tout à fait. C'était la dernière diapositive. Nous arrivons au terme de cette présentation. Je remercie vraiment l'ensemble des personnes qui sont intervenues et les participants à ce webinaire.